Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un souffre-douleur mort en martyr. Mathieu Dalibert a vécu un enfer. Le 13 septembre 2017, le jeune homme de 20 ans est exécuté puis démembré avant d'être brûlé dans un poêle à bois. Alors que s'est-il passé ? Avec moi, vous entendrez les voix de Nathalie, Camille et Hélène Dalibert, la mère, la sœur et la grand-mère de la victime. Vous entendrez aussi 2 des membres du clan Duché, ainsi que les avocats et les journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Voici l'histoire insensée d'un jeune homme de 20 ans, dont la fragilité va lui être fatale. Nous sommes en Bretagne en septembre 2011. Mathieu Dalibert, 20 ans, tombe amoureux d'une certaine Laurine Duché, une jolie fille aux yeux verts. En apprenant la nouvelle, les proches du jeune homme sont aux anges. Mathieu m'appelle en me disant qu'il était heureux, qu'il avait rencontré quelqu'un. Donc de là, j'étais heureuse pour lui. On était contents. On dit ça y est, il va faire sa vie et puis voilà. Et puis Laurine était très douce, très gentille et tout ça, quoi. Le coup de foudre est tel que Mathieu décide de tout quitter pour vivre auprès de sa belle. Il m'a dit qu'il était très bien avec elle et qu'il voulait rester avec elle, mais qu'il continuerait toujours de me donner des nouvelles et qu'il viendrait nous voir. Mathieu emménage donc chez les Duché, une famille nombreuse qui l'accueille à bras ouverts. En apparence, tout est beau, dans le meilleur des mondes. Un mois après son arrivée, les Duché organisent d'ailleurs une superbe fête d'anniversaire pour les 21 ans du jeune homme et invitent Hélène, sa grand-mère. C'était une table pour 50 personnes, tellement il y avait à manger et tout ça. Mathieu était très heureux. Il a eu des cadeaux, il ouvrait ses cadeaux, il était souriant. On est reparti le soir et je dis à mon ami, dis donc Mathieu, ça y est, je suis contente. Dis qu'est-ce qu'il est heureux ici. La grand-mère de Mathieu m'appelle en me disant Nathalie, tout va bien, Mathieu est heureux, il est dans une bonne famille, vous n'avez pas à vous tracasser. J'étais loin d'imaginer que ça serait fini comme ça. En réalité, Mathieu l'ignore, mais il vient de tomber dans un piège qui va se refermer sur lui. Un jeu de dupes, une arnaque aux sentiments qui va, vous allez le voir, lui coûter la vie. À la tête de ce qu'il faut bien qualifier de clan, une matriarche, Isabelle Duché. Sans foi ni loi, prête à tout pour l'argent, même au pire. En exclusivité pour Enquête criminelle, 2 membres de la famille ont accepté de parler. Cette femme, c'est Satan. C'est pire que le diable. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. C'est très traumatisant. Très clairement, moi, le couple Duché, je les considère comme les Thénardier des temps modernes. Et on se prenait des coups de canne, des coups de manche à balai. Pour Mathieu, ça a été 6 années de calvaire. On est dans l'abject de l'être humain. Le crime, il est abominable. Mathieu n'est pas tout à fait un garçon comme les autres. C'est un jeune heureux de vivre, certes, mais il est fragile et particulièrement vulnérable. C'est un jeune homme qui est né prématurément, qui a une grosse difficulté à la naissance, à l'accouchement, et il a gardé des séquelles assez lourdes, assez graves, avec des difficultés intellectuelles. Il a grandi, entre guillemets, normalement, mais avec des retards. Il a marché à ses 24 mois. Les premiers mots, c'était à ses 3 ans. Il a eu du mal à suivre ses études parce qu'il n'était pas équipé intellectuellement pour suivre des études. Mais ça l'empêchait pas de vivre et d'être avenant, de participer à la vie de tous les jours. On rigolait beaucoup, il racontait beaucoup de bêtises. C'est vrai qu'il animait beaucoup les soirées. Quand on était en soirée, on n'entendait que lui. Il faisait rire tout le monde. Il comprenait pas que les gens étaient malheureux. Pour lui, non, tout le monde était heureux. Mathieu est handicapé depuis sa naissance, ce qui explique que sa famille le protège beaucoup. Même adulte, il reste un jeune homme influençable. À 20 ans, il a un comportement d'enfant de 9 ans.
Il suce encore son pouce, il a toujours un doudou. Donc on peut pas ne pas voir que c'est un adulte handicapé. Une cible idéale pour la famille Duché. Il avait le profil type pour être happé par cette famille, en fait, par ce clan. Donc handicapé, qui touchait des prestations sociales, qu'on pouvait manipuler, qu'on pouvait influencer. La manipulation d'un cerveau comme celui de Mathieu, elle est beaucoup plus aisée. Il est crédule, il est naïf. Mathieu, c'est un garçon facile et ça en fait une proie facile, malheureusement. Mathieu touche une pension d'invalidité et des allocations d'adultes handicapés. Et c'est pour cela qu'Isabelle Duché, la matriarche, va décider de le piéger afin de mettre la main sur son argent. Pour s'enrichir, Isabelle Duché, la matriarche, a mis au point un incroyable stratagème qui ne connaît pas de limite. Par exemple, elle utilise toute la famille, même ses enfants, ses filles adolescentes, pour obtenir ce qu'elle veut. Il y a Isabelle et Patrick qui sont les parents. Il y a les enfants, 2 filles, Laurine et Marion. Il y a également le Damien, qui est le compagnon de Marion. Et il y a Nicolas, donc un des frères. Vous allez entendre un témoignage unique et terrifiant. Les aveux de celle qui a dû attirer Mathieu dans le clan, Laurine, l'une des filles de la famille Duché, qui va avoir pour mission de séduire Mathieu. La jeune fille que nous avons retrouvée raconte, visage caché, comment elle a servi d'appât. Quand on s'est rencontrés, il avait à peu près une vingtaine d'années. Et moi, je devais avoir presque 14 ans, je crois, un truc comme ça. Bon, moi, au début, j'avais pas d'avis, en fait. Pour moi, c'était une personne comme une autre. D'après Laurine, c'est sa propre mère qui l'aurait forcé à se mettre en couple avec Mathieu. Elle a orienté Mathieu sur moi. Chose que moi, je ne voulais pas. Parce que déjà, j'aime pas les hommes. Et un jour, elle m'a appelé en me disant que si je faisais pas ce qu'il disait, et ben en fait, on pouvait plus vivre parce que c'est comme ça que l'argent rentrait, enfin plein de trucs comme ça. Et au bout d'un moment, j'en ai tellement eu marre d'en entendre tous les jours parler que j'ai cédé. Laurine préfère les femmes, mais peu importe. Pour le clan, elle va devoir faire semblant d'être tombée amoureuse de Mathieu Dalibert. Il a fallu que j'aille vers lui pour avoir des gestes, des bisous, des trucs comme ça. C'était très dur pour moi. Le piège se referme sur lui avec Laurine, dont il tombe amoureux, dont on s'arrange pour lui faire croire à un amour réciproque. C'est une arnaque un peu au sentiment. Personne ne lui a jamais dit qu'il était amoureux de lui, quoi. Donc quand une fille s'intéresse à lui, plus rien ne compte. La matriarche a eu ce qu'elle voulait. Mathieu s'installe avec la famille, mais très vite après son arrivée, le jeune homme déchante. Car il se rend compte qu'il va devenir le bouc émissaire des Duchés. Au quotidien, Mathieu subit des violences et des humiliations. Il y a eu quelques mois d'euphorie sentimentale, le temps de l'appâter. Et dès que ça a été fait, il est très rapidement passé du statut de gendre idéal à celui d'esclave et de souffre-douleur. On l'appelle Moumouille. C'est pas très sympa comme surnom parce qu'il a toujours les mains mouillées parce que c'est lui le préposé à la vaisselle. C'est tout le temps lui qui fait la vaisselle. C'est devenu l'esclave qui devait faire à manger, qui devait faire le ménage, s'occuper des animaux, ramasser les crottes du chien. Et si Mathieu le faisait pas, il prenait des coups. Il va être rabaissé plus bas que terre et martyrisé, vraiment martyrisé. C'est un esclave. Même les chiens, ils ont une niche. Lui, il n'a pas d'endroit pour dormir. Il dort là où il peut, Mathieu. Les chiens sont mieux traités que lui. Donc c'est vraiment... il vit l'enfer dans cette maison. Laurine n'est pas la seule à avoir été témoin des violences subies par Mathieu. En 2015,
la jeune femme a un coup de foudre pour Alice et l'invite à venir avec elle dans le clan familial. Très vite, la nouvelle belle-fille des Duché va comprendre dans quel enfer est tombé le jeune homme. Alors, je l'ai vu se faire taper, il y avait des hématomes. On le voyait, par exemple, avec une boursouflure. Il n'était pas gros, donc ça se voyait automatiquement s'il avait un coco ou quelque chose comme ça se voyait. D'ailleurs, Alice se souvient qu'un jour, il avait fallu cacher Mathieu. Des gendarmes s'étaient présentés à la porte pour des vérifications dans le cadre d'une fraude aux prestations sociales. Je me rappelle, c'est quelque chose qui m'avait choqué, il avait un œil au beurre noir et il y avait des gendarmes qui arrivaient en même temps. Et du coup, ils l'ont mis dans un côté et ils ont mis des lunettes de soleil. Impossible pour Mathieu de se rebeller. Le clan utilise les coups et profite de sa fragilité pour une manipulation perverse. Lui faire croire que sa famille ne veut plus de lui. C'est-à-dire qu'à un moment, l'idée de l'isoler, c'est de lui dire « le monde dehors est contre toi ». Même ta propre famille, d'ailleurs, ne veut plus de toi. Il me dit, tu vois, ta mère, elle s'en fout de toi. Ta grand-mère, elle veut te faire interner chez les fous. Donc, en fait, c'est une torture psychologique. Au fil du temps, Mathieu devient prisonnier de cette maison de l'horreur. La matriarche a pris soin de l'isoler. Et ça marche. Le comportement du jeune homme a progressivement changé vis-à-vis de ses proches. Mathieu me répondait toujours au téléphone, tout le temps, mamie, oui, si, c'est ça. Et il discutait très bien, très très bien. Au fil des mois, je voyais que Mathieu, il s'éloignait un peu de moi. Puis je m'inquiétais parce que je me dis, mais pourquoi qu'il veut plus me parler ? Moi, j'ai essayé d'appeler. Sur le début, je tombais du coup sur Madame Duché, qui après me passait Mathieu, mais lui disait quand même quoi dire derrière. Et au bout d'un moment, dès que j'appelais, c'était le numéro que vous demandez n'était plus attribué. Les proches de Mathieu, sa mère et sa grand-mère essayent de l'appeler, de maintenir un lien, mais au bout d'un moment, il y a plus de lien. Hélène refuse de baisser les bras. En avril 2013, elle se rend chez les Duché, bien décidée à passer un moment avec son petit-fils. Donc j'arrive, il est dans la cour avec ses petits chiens. Et je dis à Mathieu, je viens te chercher, on va au restaurant et je vais t'acheter des affaires. Oh non, 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 je ne peux pas, il faut que je garde les chiens. Et puis tout d'un coup, il y a une autre dame qui arrive, elle me dit comme ça, qu'est-ce que vous faites là ? J'ai dit, je vais voir mon petit-fils, j'ai bien le droit. Mathieu, tu veux voir ta grand-mère ? Je sais pas, il était tout retourné, tout ça. Donc il refuse de venir avec nous. Là, on avait senti qu'il y avait quelque chose qui tournait mal. Hélène l'ignore encore, mais c'est la dernière fois qu'elle verra son petit-fils, car les Duché vont subitement disparaître de la circulation. Mathieu et la famille Duché déménageaient à longueur de temps. On ne savait plus donc où les trouver, en fait. Pour Nathalie, la mère de Mathieu, c'en est trop. En juin 2014, elle décide de signaler la disparition de son fils à la gendarmerie. Moi, la gendarmerie m'a écouté. Là-dessus, pas de problème, sauf qu'ils m'ont simplement dit, nous, on ne peut rien faire, étant donné que Mathieu est majeur et que nous n'avons rien sur cette famille-là. Mais les gendarmes disent, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Il est parti s'installer avec une jeune femme, il a peut-être plus envie de vous voir, en tout cas, il est libre de faire ce qu'il veut. Désemparés, les proches de Mathieu Dalibert perdent sa trace, mais cette affaire va connaître un rebondissement inattendu. 4 ans plus tard, le nom de Mathieu va soudainement apparaître dans une autre enquête. Des gendarmes de Mayenne sont chargés d'enquêter sur des soupçons d'escroquerie aux allocations. Plusieurs organismes sociaux, dont la CAF, ont dans le viseur la famille Duché, dont le train de vie et le comportement intriguent. Ils s'aperçoivent que la famille Duché a déménagé, parti sans laisser d'adresse. On saura par la suite que c'est pour éviter les huissiers et les enquêtes de gendarmerie. La matriarche a toujours un temps d'avance. En 8 ans, la famille change d'adresse 9 fois. C'est le propriétaire d'une maison en Charente qui va permettre l'arrestation. Il dénonce ses locataires
qui ne paient plus leur loyer depuis des mois. Le bail est au nom des Duché. Le clan est démasqué et les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir l'impensable. Les gendarmes de Mayenne n'oublieront jamais ce 11 avril 2018, le jour où ils décident d'aller perquisitionner le nouveau domicile des Duché. Et ils ne tardent pas à découvrir l'ampleur des escroqueries aux allocations de cette famille sans scrupules. Le 11 avril 2018, nous avons 6 équipes qui sont positionnées pour procéder à l'interpellation de 6 personnes. C'est l'aboutissement, on va dire, d'au moins 4 années d'enquête qui ont été assez longues et assez techniques. C'est une affaire qui est hors du commun par rapport au procédé, puisqu'on a une multitude d'escroqueries qui ont été commises et qui représentent un préjudice global de 252 000 € environ. On arrive à obtenir des éléments concrets par rapport à l'enquête, notamment de la part de Damien Aristide, qui est très volubile sur les différentes escroqueries qu'il a commis. Il en est même fier. Et on s'aperçoit en réalité que tout ça est une machine bien huilée. C'est des escrocs professionnels en fait. Ils l'assument. C'est toute leur vie, ils ont fait des carambouilles pour toucher de l'argent. Et franchement, ils se sont assez enrichis. Aucun des membres de la famille n'a de profession. Aucun des membres de la famille n'a de travail qui ramènerait un salaire. Les moyens de subsistance de cette famille sont uniquement les allocations. L'idée dans cette famille de gagner sa vie à la sueur de son front, ça les effleure même pas. Jamais on va dire à un enfant qu'est-ce que tu veux faire comme profession plus tard, qu'est-ce que tu veux faire comme métier, comment tu vas gagner ta vie. Jamais. Très clairement, moi, le couple Duché, je les considère comme les Thénardier des temps modernes. Hein. C'est quelque chose d'assez abject. Des prêts bancaires qui ne sont pas remboursés, des sociétés fictives ou encore des magouilles pour accumuler les dettes et échapper aux huissiers. En garde à vue, les langues vont se délier. Certains membres de la famille, manipulés par la matriarche, vont se mettre à table, comme on dit. Alors en garde à vue, les filles Duché expliquent qu'elles doivent clairement coucher avec des personnes vulnérables. On voit qu'ils se servaient de leurs propres enfants en fait comme appât pour attirer d'autres personnes qui étaient peut-être un petit peu déficientes mentalement. Souvent c'est des hommes handicapés, souvent puceaux, qui ont une première expérience sexuelle avec les filles Duché, qui peuvent tomber amoureux et qui ensuite, on leur fait faire n'importe quoi, on leur fait souscrire des crédits. On leur fait prendre des bails, comme ça, si on ne paye pas le loyer, c'est les adultes handicapés qui sont poursuivis. Voilà, donc c'est comme ça que ça marche. À ce moment-là, ça nous glace le sang, parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de très pervers, en fait, de très glauque. Très vite, le nom de Mathieu Dalibert apparaît dans les documents saisis par les gendarmes. Et des preuves d'une arnaque aux prestations sociales apparaissent à travers le compte bancaire du jeune homme. On s'aperçoit que le compte, il a plus de vie depuis octobre 2017. La dernière trace d'activité est un virement du compte de Mathieu Dalibert vers le compte de Marion Duché. On se dit, il y a quelque chose qui ne va pas. On vérifie les prestations sociales. Ce qui nous hérisse le poil sur le moment, c'est que les prestations sociales de Mathieu Dalibert sont versées sur le compte de Nicolas Duché. Là encore, on se dit, mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Pendant toutes ces années, tout l'argent de Mathieu, sa pension, ses allocations ont été détournés par la famille Duché. En fait, on retrouve la trace d'une relation entre Mathieu Dalibert, d'abord avec Laurine, dont il est tombé follement amoureux, c'est pour ça qu'il est parti s'installer chez elle. Ensuite, il se serait mis en couple avec Marion, qui est l'autre fille d'Isabelle et Patrick. Et in fine, il va être déclaré en couple avec Nicolas. Alors qu'il n'a jamais manifesté un comportement homosexuel. Donc tout ça est quand même pour le moins curieux. Ces couples, ils sont créés pour qui ? Pour l'administration et pour la CAF notamment. Et c'est la caisse d'allocation familiale qui va verser ensuite les allocations couple ou les RSA couple en fonction de qui est avec Mathieu. En fait, il va venir boucher les trous. À ce stade,
Les gendarmes l'ignorent encore, mais en réalité, ce qui ne devait être qu'une simple affaire d'escroquerie va bientôt devenir l'affaire criminelle la plus sordide qu'il n'ait jamais traitée. Car toute la famille est en garde à vue, mais il en manque un, Mathieu Dalibert. Où est-il ? Mathieu Dalibert, il est censé vivre avec cette famille, il est censé être le compagnon de Laurine, mais il n'est pas là. Cette absence de Mathieu Dalibert nous obsède à ce moment-là au niveau de l'enquête, parce que quand on voit ce qu'ils sont capables de faire sur leurs propres enfants, qu'est-ce qu'il peut devenir en fait des pièces rapportées de la famille ? À la gendarmerie de Mayenne, les enquêteurs ont face à eux l'ensemble de la famille Duché. Tous vont être interrogés séparément pour tenter de savoir ce qui est arrivé à Mathieu Dalibert. On demande à chacun, Mathieu, vous l'avez vu, vous l'avez pas vu, il est où, il est en bonne santé. Et là, tous ont la même version. Une version qui semble apprise par cœur. En gros, ils disent tous que Mathieu est parti, que Damien Aristide l'a déposé avec sa voiture à la gare et qu'il est parti rejoindre sa famille. Et maintenant, d'après eux, Mathieu Dalibert vit une vie paisible, mais dans d'autres contrées. Ce départ remonterait à septembre 2017, 6 mois avant l'arrestation de la famille Duché. Mais en garde à vue, l'attitude de Damien Aristide, le gendre, va intriguer les gendarmes. C'est un classique des romans polars. Les gendarmes interrogent Damien sur où est passé Mathieu. Et à un moment, ils s'aperçoivent, les gendarmes, que Damien parle de Mathieu au passé. Alors, on va lui poser la question, mais monsieur, si vous en parlez au passé, c'est parce qu'il est mort. Et là, il perd un peu pied. À ce moment-là, Damien Aristide, en fait, change complètement de comportement. Pendant sa garde à vue, il demande de suite « Qu'est-ce qu'ont dit les autres ?» L'enquêteur réagit très bien en disant c'est à vous, en fait, d'expliquer ce qui aurait pu se passer. C'est à vous de nous dire ce que vous avez fait de Mathieu Dalibert. » Et là, à ce moment-là, il baisse la tête, il ne répond plus. Et Damien Aristide, qui est quand même pas non plus le couteau le plus affûté du tiroir, c'est quand même pas quelqu'un qui a une potentielle résistance. Ça fale. Il finit par dire, en fait, j'étais censé le ramener à la gare, mais je l'ai jamais ramené à la gare. Je me suis arrêté à un bois en prétextant vouloir uriner. Il est descendu, il a fait descendre Mathieu, et là il l'a roué de coups, il l'a étranglé, il l'a tué. Et il va dire, j'ai fait brûler son corps. J'ai pilé avec 2 pierres les os et je les ai répandues dans 2 champs avoisinants. Le sang-froid et le détachement avec lesquels Damien Aristide passe aux aveux laissent les gendarmes sans voix. D'autant qu'ils ne s'attendaient pas à une telle issue. Il raconte son crime comme je pourrais vous raconter mes dernières courses au centre commercial à côté de chez moi. Une fois qu'il a commis cet assassinat, il rentre chez lui comme si de rien n'était, il se lave les mains et il va se reposer. Donc là, l'affaire prend une autre dimension. On était dans un dossier d'escroquerie. Et là, d'un seul coup, on a un individu qui vient vous annoncer un assassinat. Les aveux tombent, c'est l'épée de Damoclès qui tombe. Honnêtement, l'issue qu'aucun enquêteur ne veut connaître en fait. Quand on fait ce métier-là, c'est pour sauver les gens, c'est pas pour les voir mourir en fait. La famille de Mathieu, qui gardait l'espoir de le retrouver vivant, est forcément anéantie. C'était dur, hein? Ben oui. Je me disais, c'est pas possible, ils n'ont pas pu tuer Mathieu, c'est pas possible. Non. Quand on perd un enfant, la vie s'arrête, quoi. Il n'y a pas de mots, pour la perte d'un enfant. Tout se fracasse, c'est épouvantable. C'est Tchernobyl. Pour moi, le plus dur, c'est de ne pas avoir pu sauver mon fils. Et ça, je m'en voudrais toute ma vie, ça c'est clair. Mon monde, il s'écroule parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait? Pourquoi il est mort? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vu qu'on n'en savait pas plus sur le coup, dans ma tête, je me posais plein de questions. Le crime est avoué, mais les enquêteurs doutent de la version donnée par le gendre de la famille Duché.
Damien. Alors ils vont avoir une idée pour le faire craquer. Le 29 mai 2018, 1 mois et demi après ses aveux, Damien Aristide est emmené sur les lieux présumés de la crémation du corps de Mathieu. Et c'est alors qu'il va faire des révélations fracassantes. En chemin, dans la voiture, Damien Aristide, il dit à un gendarme « Non, mais en fait, j'ai pas fait ça ici, ça s'est pas passé comme ça. » Lors de sa garde à vue, le gendre de la famille Duché a dit qu'il avait agi seul, qu'il avait tué Mathieu et brûlé son corps dans la forêt. Il va revenir sur sa version et en donner une différente. Il va dire qu'il a fait ce meurtre avec Nicolas Duché, sur ordre de Isabelle Duché. Le meurtre de Mathieu serait donc le fruit d'une machination familiale, mais reste un mystère. Pourquoi ? Pourquoi avoir supprimé la poule aux œufs d'or ? Car Mathieu, en plus d'être maltraité, rapportait beaucoup d'argent à la famille. D'après Damien, si la matriarche a pris cette décision, c'est parce qu'elle se sentait menacée. Mathieu commence à constituer une menace. Parce que Mathieu, il n'en peut plus. Et il commence vraiment à dire qu'il veut rentrer chez lui. Il veut rentrer chez sa maman. Il le dit, il le redit. Il était en position de pouvoir raconter les escroqueries, les manipulations. Il était aussi capable de raconter les violences intrafamiliales, de raconter pourquoi il y avait tant de déménagements. Donc on ne pouvait pas le laisser partir parce que d'une part, il perdait des avantages financiers et d'autre part, il risquait de parler de ce qui se passait et du coup de déclencher une enquête de gendarmerie qui aurait provoqué leur arrestation. C'est pourquoi la décision d'éliminer Mathieu est prise. Dès Noël 2016, 1 an avant la mort du jeune homme, Isabelle Duché mûrit son projet d'assassinat. Et comble de l'horreur, elle ne s'en cache pas. Mathieu va entendre dire qu'il va mourir de toutes les façons. De toute façon, celui-là, je vais le pendre à une corde. On va le pousser d'une falaise. Elle a poussé le vice jusqu'à lui demander « Comment tu veux mourir, Mathieu ?» Et toi, Mathieu, comment on va te tuer ? Bon, qui a une idée pour tuer Mathieu ? Mathieu, au début, il rigolait. Jusqu'au jour où Isabelle m'a regardé et m'a dit « T'as qu'à acheter de la chaux, le shooter avec mes médicaments et le mettre dans le terrain de ta maison. » Faisait que ça d'en parler. Il n'y avait pas un jour où elle parlait pas à Mathieu de la façon où il voulait mourir. On évoque sa mort devant lui. C'est terrifiant. Et puis ce soir-là, Isabelle a décidé que ce sera fini. Merci d'avoir écouté la première partie de cet épisode consacré à l'affaire Mathieu Dalibert. Dans la seconde partie, vous allez découvrir comment les enquêteurs vont finir par faire éclater la vérité. Bonjour et bienvenue dans Enquête criminelle, le podcast. Je suis Jean-Marie Goua. Dans la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Dalibert, vous allez découvrir comment les enquêteurs vont finir par faire éclater la vérité. Avec moi, vous entendrez les voix de Nathalie, Camille et Hélène Dalibert, la mère, la sœur et la grand-mère de la victime. Vous entendrez aussi 2 des membres du clan Duché, ainsi que les avocats et les journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bonne écoute. Tous les membres du clan le disent. Isabelle décide de tout. Ils décrivent l'emprise de la matriarche qui règne sur le clan, en terrorisant toute sa famille. C'est elle qui fait la pluie et le beau temps. Pour un oui, pour un non, tout peut partir très rapidement à la violence et c'est ce qu'elle génère en permanence. Tout en haut, il y a la mère. Voilà, la matriarche, c'est Isabelle Duché. Ensuite, il y a Patrick Duché, son mari, qui a un suiveur. Même Patrick, qui, lui, des moments où ne voulait rien faire, elle le frappait. Parce que ça allait pas dans son sens à elle. Et ensuite, il y a les enfants. Nicolas Duché, Marion, Laurine. Eux, voilà, à la fois ils la détestent, mais à la fois ils sont sous emprise, donc ils font tout ce qu'elle leur dit de faire. C'est vraiment le système matriarcal. Elle se retrouve sur un fauteuil roulant, mais elle a une poigne de fer et elle a tout son petit monde à sa main, à sa portée.
Rien ne se décide ou rien ne se fait sans qu'elle donne son avis, ou plutôt qu'elle l'impose. Non seulement la sexagénaire fait régner la terreur dans le foyer, mais elle n'hésite pas à monter les membres du clan les uns contre les autres. Quand Isabelle Duché a décidé qu'un tel devait taper sur Mathieu, si un tel ne tapait pas sur Mathieu, eh bien on tapait sur celui qui ne voulait pas lui taper dessus. Laurine se souvient de son impuissance face à l'emprise de sa mère, qu'elle appelle désormais Isabelle. Isabelle, c'est Satan. Cette femme, c'est Satan. Il n'y a même pas de description à faire. C'est pire que le diable. Même si on voulait faire quelque chose contre, si ça se savait dans la famille, automatiquement on se prenait des coups. On se prenait des coups de canne, des coups de manche à balai, des cuillères en bois, des coups de poing, des gifles, on se faisait tirer par les cheveux. C'est que des trucs comme ça. Il fallait toujours que ça aille en fonction d'Isabelle. Si Isabelle disait, fallait absolument le faire. Je pense que tout le monde avait peur d'Isabelle d'une certaine façon. Le montrait plus ou moins, mais ils en avaient peur. Même, elle se grattait à peine les cheveux avec le petit doigt, qu'il n'y avait déjà plus personne dans la pièce. Madame Duché, elle manie la canne. Hein. C'est-à-dire que Madame Duché, vous n'êtes pas d'accord, vous prenez un coup de canne à travers le visage. Soit vous êtes avec elle, soit vous êtes contre elle. Et comme ils veulent tous être avec elle, si par exemple Madame Duché va avoir une altercation avec Damien Aristide, vous allez avoir Nicolas Duché qui va passer à côté et qui va lui donner une gifle. Vous allez avoir les filles qui vont l'insulter, lui donner des claques aussi. Tout le monde se faisait taper, tout le monde tapait. Tout le monde était manipulé, tout le monde était manipulé à la fin. Depuis son fauteuil roulant, la matriarche mène tout le monde à la baguette. Sa chambre est son centre de commandement, surnommé le confessionnal par le reste du clan. À chaque fois qu'il y avait quelque chose qui se passait dans la famille, elle sélectionnait certains membres pour aller dans la chambre, ou dans le confessionnal comme tout le monde l'appelle, discuter de ce qui s'était passé, régler l'histoire, et là c'était qui tout double. C'est soit tout le monde sortait avec le sourire, soit tout le monde sortait, et c'était sûr que Nico allait pleuvoir. Elle gère ça à sa façon, en félicitant les uns, en reprochant certaines choses aux autres. Et surtout, c'est un bureau de renseignement. C'est-à-dire qu'elle interroge tous les membres de sa petite famille pour savoir qui fait quoi, qui dit quoi sur qui. Et du coup, elle est au courant de tout. Retour à la gendarmerie d'Angoulême, le 12 février 2019. Après les aveux de Damien, le gendre, les enquêteurs réentendent tous les membres du clan. La matriarche nie en bloc, mais difficile à ce stade d'imaginer que Damien Aristide ait décidé de tuer Mathieu Dalibert sans qu'elle n'en soit avertie. Surtout qu'au sein du clan, le gendre a un rôle bien précis. Damien Aristide, qui est une sorte de gros bras, d'homme à tout faire, qui fait les sales besognes et qui est chargé aussi de garder Mathieu Dalibert. Nous gardons immédiatement en tête qu'Aristide a probablement agi ou sur ordre de la matriarche ou avec la complicité de l'un ou des membres de la famille. Tout bascule un soir de septembre 2017. C'est un événement a priori anodin qui va déclencher les foudres de la matriarche et provoquer le passage à l'acte. Le soir de la mort de Mathieu, Mathieu est dans la maison avec les membres du clan familial. Visiblement, il donne un coup de pied au chien de la famille qui appartient à Nicolas Duché, ce qui met dans une rage folle Isabelle. Elle va immédiatement appeler Alice et Laurine. Isabelle me téléphone, je rentre et je vois Mathieu dans la cuisine et je lui mets un coup de poing au niveau du nez. Pour moi, je lui ai cassé parce qu'il était un peu ouvert et il saignait du nez. À partir de là, je vais dans la chambre à Isabelle. Elle me dit, il faut appeler Nicolas. Nicolas Duché arrive en furie, tabasse littéralement Mathieu Dalibert, le tabasse, ce qui fait que Mathieu a des traces sur le visage, voilà, il saigne, etc. Mathieu, effectivement, avait l'habitude de recevoir des coups, mais là, ce soir-là, ils se sont déchaînés et un déferlement de violence et les coups étaient plus violents que d'habitude. On a vraiment ce sentiment de la meute,
qui, sur la bête blessée, va s'acharner. Et il était ouvert au niveau de la pommette, au niveau du front. Il avait des hématomes et des cocos un peu partout. Et il disait rien, Mathieu. Il était là, comme si c'était rien passé. Et Isabelle, elle le regarde et fait, on peut pas le laisser comme ça. Quand elle a vu que Mathieu était tuméfié de bleu, qu'il avait le nez déformé, qu'il avait, je crois que c'est l'arcade ou en dessous, au niveau de la pommelle qui était pétée, Isabelle a dit, il faut le faire. La famille, Isabelle en tête, avait peur que des gendarmes qui seraient venus à l'improviste tombent sur lui et constatent dans quel état il était. Et surtout, voilà, il lançait trop, faut le faire disparaître. C'était plus possible de le garder, entre guillemets. La décision d'éliminer Mathieu est prise. Mais reste à savoir qui va s'en charger. Et là, vous en avez un, le fidèle et le loyal, c'est Damien Aristide, qui se présente et qui va dire « mais moi je vais le faire ». Quand les réunions ont pris fin, on passe à table. Et là, on demande à Mathieu qu'est-ce qu'il veut manger pour son dernier dîner. Qu'est-ce que tu veux manger, Mathieu, pour ton dernier repas? Et ensuite, on envoie Mathieu faire la vaisselle. Et pendant que Mathieu fait la vaisselle, on organise la mort de Mathieu. Et quand il revient dans le salon, Nicolas lui dit « Viens avec moi, ramasse les crottes de chien dans le hangar ». La suite, c'est Damien Aristide qui la raconte aux gendarmes. Aristide, Damien va, dans sa version finale, nous indiquer qu'effectivement, Isabelle va demander à Mathieu Dalibert d'aider Nicolas à ramasser les excréments de chien. Mathieu va s'y rendre. Damien surgit avec de l'éther qui place sur la bouche et le nez de Mathieu. Mathieu sent cette odeur il étouffe. Damien Aristide va, à ce moment-là, l'étrangler avec son bras. Il précise que Nicolas lui tient les jambes, l'aide à faire mourir Mathieu Dalibert, que ce dernier se débat, qu'il demande pitié. Il comprend ce qui lui arrive. Il comprend tellement ce qui lui arrive que ce gamin, il demande pardon. Pardon, je recommencerai pas, pardon, je recommencerai pas. Ça va durer, jusqu'à la mort de Mathieu Dalibert. Voici donc les circonstances abjectes dans lesquelles Mathieu a été assassiné. Mais l'horreur ne s'arrête pas là, car il faut maintenant cacher le corps de Mathieu. Damien Aristide et Nicolas Duché vont alors mettre en place un plan machiavélique pour camoufler leur crime. Le soir même, ils décident de se débarrasser du corps. Donc, il y a cette maison à Salle-la-Valette qui est inoccupée. Il y a un poêle. Et du coup, ils décident de faire disparaître le corps de Mathieu dans cette maison. Et donc, ils vont emmener le corps avec la voiture d'Alice. Ils vont s'assurer que personne ne les regarde. Ils vont rentrer dans la maison, transporter le corps devant l'insert. Ils vont étaler une bâche et ils vont commencer la découpe. C'est a priori Damien qui va faire le plus gros du travail, si je puis m'exprimer ainsi, car Nicolas ne supportait pas ni la vue du sang, ni le bruit de la scie. Damien Aristide, il donne aux enquêteurs absolument tous les détails. Il explique qu'il a découpé ce corps pour que ça puisse rentrer dans le poêle, pour que ça puisse être brûlé. Il l'explique comme s'il découpait le poulet du dimanche, quoi. Clairement, c'est clinique, il n'y a pas d'émotion. Et après la découpe, vient le temps de la crémation. Ils mettent le corps de Mathieu en 11 morceaux dans ce poêle. Et puis ils vont revenir à la maison avec un petit sourire satisfait. Ils vont venir rendre compte à la matriarche. Ça y est, le problème Mathieu est résolu. C'est à cet instant que Laurine et Alice auraient réalisé ce qui venait de se passer. J'étais très stressée, moi. Et je les vois arriver normal. Comme s'ils avaient été chercher du pain. Et là, je vois Nicolas qui me regarde, il dit il s'est pissé dessus en nous suppliant d'arrêter. Et je me dis, mais ils ont dû arrêter. Maintenant,
En fait, ça les a pas dérangés. Et franchement, c'est très marquant. Que de dire des choses comme ça, mais en rigolant, je me dis au final, t'es même pas impacté par ce que tu viens de faire. Ôter la vie d'une personne, les gens peuvent en parler, mais de là passer à l'acte, c'est un peu gros. Donc ouais, c'est compliqué. Isabelle Duché aurait alors donné des consignes bien précises aux membres de son clan pour que le crime ne soit jamais révélé. Souvenez-vous, lors de leurs premières auditions, ils avaient tous donné la même version. En gros, ils disent tous que Mathieu est parti, que Damien Aristide l'a déposé avec sa voiture à la gare et qu'il est parti rejoindre sa famille. Alors les ordres d'Isabelle, ça a été la version déjà de la gare, de plus parler au téléphone, qu'il fallait faire attention à nos arrières, qu'il fallait pas qu'on fasse le moindre faux pas pour justement se rendre suspect. Et afin que tous les membres du clan soient liés dans le crime, la matriarche va mettre Alice à contribution. Elle me dit, il faut que tu ailles sur place. Et donc, je n'ai pas envie d'y aller. Elle me dit, il faut que tu y ailles, il faut aller voir comment c'est. T'imagines s'il y a du sang partout. Tu dis, non, mais j'ai pas envie d'y aller. Elle me dit, si, il faut que tu y ailles, j'ai confiance qu'en toi. Alice est intervenue le lendemain lorsque Damien Aristide avait commencé à tout brûler et qu'il restait la nécessité de tout nettoyer. Puis Alice va rester aider à nettoyer le poêle dans lequel avait été brûlé Mathieu. Elle va participer au transport des cendres dans un lieu boisé. J'accompagne Damien dans le sens où je conduis, mais Damien, je touchais à rien. Il fallait pas que je touche à quoi que ce soit. C'est lui qui gérait, c'est lui qui descend de la voiture, et c'est lui qui fait tout. Il a tout jeté dans les poubelles. Après, il a été dans un champ pour les cendres, et puis on est rentré. Alice est accusée de recel de cadavres. Pour la famille de Mathieu, qui découvre dans quelles circonstances il a perdu la vie, c'est une nouvelle épreuve. Quand on apprend que son frère s'est fait démembrer, c'est l'impensable. C'est vraiment l'impensable. J'ai encore du mal à me dire que c'est mon fils qu'ils ont... Enfin, moi, je comprends pas. Je sais pas comment qu'on peut faire ça à quelqu'un, quoi. Moi, c'est quelque chose qui me... Il fallait quand même être, je sais pas, barbare pour faire ces choses-là. Voilà. Et j'ai dans ma tête que Mathieu, il m'appelait. Dans ce scénario du crime, la matriarche Isabelle et son fils Nicolas sont mis en cause. Ils sont placés en garde à vue pour complicité d'assassinat et assassinat. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, dénoncés par une partie du clan, ils vont pourtant nier. Isabelle Duché, elle va contester, être l'instigatrice de la mort de Mathieu Dalibert, et elle a toujours expliqué que c'était un jeune homme auquel elle était attachée et qu'elle n'avait absolument aucune idée de ce qui avait pu se passer. Isabelle en garde à vue reste la Isabelle qu'on connaît. Elle va nier tout en bloc. Elle va renverser la situation et dire que c'est une cabale de ses enfants, que c'est ses enfants qui lui en veulent depuis très longtemps. Elle n'est pas construite comme vous et moi, Isabelle. Elle est dans le mensonge et dans la manipulation permanente. Donc ça ne l'ébranle pas une seule seconde. Les gendarmes ont tout essayé avec elle et sont arrivés à rien. Elle ne finira que par lâcher Nicolas en indiquant qu'effectivement la seule chose qu'elle sait, c'est que Nicolas aurait effectivement tué Mathieu. Des accusations que Nicolas Duché, interrogé au même moment dans le bureau d'à côté, va contester fermement. Nicolas Duché, en garde à vue, quand il est entendu sur l'homicide, il dit qu'il y est pour rien, qu'il est au courant de rien. Et voilà, il nie avec un gros aplomb sa participation. À ce stade, difficile pour les enquêteurs de démêler le vrai du faux dans cette famille où règne le mensonge. Ces auditions de garde à vue des membres de la famille sont compliquées parce que vous êtes sur le mensonge. Quand l'un dit blanc, l'autre dit gris ou noir. Il donne 150 000 versions, sachant que dans les 150 000 versions, il n'y en a pas une de bonne. Donc ils savent tout dire sauf la vérité.
C'est la pire configuration pour les enquêteurs. Mais alors, la version donnée par Damien Aristide et les filles Duché est-elle la bonne ? Pour le savoir, les enquêteurs vont multiplier les investigations, à commencer par des perquisitions dans toutes les maisons occupées par la famille Duché. Les enquêteurs vont se rendre sur les lieux, ils vont fouiller cette maison, ils vont fouiller le poêle dans lequel la crémation a eu lieu, ils vont fouiller les véhicules qui ont servi au transport du corps et ils ne vont absolument rien retrouver. On ne retrouve rigoureusement aucune trace, pas une goutte de sang, pas un poil, même pas une goutte de transpiration, rien. Pourtant, les gendarmes ont vraiment mis les moyens. Les puits autour ont été sondés, les champs avec des chiens, des caméras, il y a eu des ratissages, des drones. Enfin, voilà, vraiment, il y a eu des gros moyens sur cette affaire. Aucune trace n'a été retrouvée. Et que c'est presque, si Damien Aristide n'avoue pas, c'est presque le crime parfait. Heureusement, pour y voir plus clair sur les rôles de chacun, les gendarmes ont encore une carte à jouer, la téléphonie. Et cette fois, bingo, les analyses sont sans appel. La téléphonie, elle va correspondre, elle va être le papier-calque des déclarations de Damien Aristide. Il y a une cohérence totale, quoi. Sur les allers-retours, qui est allé où, à quelle heure, ça colle complètement, quoi. Après plusieurs années d'enquête, toujours pas d'aveu d'Isabelle et Nicolas. Les membres du clan se dénoncent les uns les autres. Le procès est donc attendu comme un moment de vérité. La matriarche va-t-elle enfin avouer ? « 20 mars 2023. Le procès pour l'assassinat de Mathieu Dalibert s'ouvre devant la cour d'assises d'Angoulême. La salle est comble. Le public est venu voir Isabelle. La matriarche arrive, la tête haute. On voit cette femme d'un certain âge, impotente. On est surprise de la voir là. Elle n'a pas d'émotion particulière. Alors c'est un peu curieux parce qu'elle peut pas aller dans le box, vu qu'il n'y a pas la place de mettre un fauteuil roulant. Elle comparait en dehors de la cage en verre. Et les jurés ne la voient pas trop, elle est un peu planquée, c'est un peu bizarre alors que c'est le personnage central de ce dossier. La tension est forte et elle redouble dès l'ouverture de l'audience. L'avocate d'Isabelle Duché donne le ton. Sa cliente se dit innocente. On plaide l'acquittement sur cette audience parce qu'on considère qu'il n'y a absolument aucun élément, si ce n'est les déclarations des uns et des autres, qui sont également impliqués dans cette atrocité et qui se rejettent la faute assez automatiquement en réalité. L'enjeu du procès, c'est quoi ? C'est d'arriver à démontrer qu'une femme de sa chambre a été l'auteur d'un assassinat, qu'elle a tout décidé, tout imaginé, et qu'ils n'ont pu intervenir que parce qu'elle l'avait décidé. Pendant ces 15 jours d'audience, la notion d'emprise va donc être au cœur des débats. Et je pense que la cour et les jurés ont compris le fonctionnement de la famille, que c'était elle qui instaurait cette violence, cette anxiété dans la famille, cette angoisse. À côté de ça, vous avez dans le box accusé Nicolas Duché, qui est un jeune homme apprêté, plutôt sympathique. Et vous avez Damien Aristide qui, lui, est figé. On se demande même si l'administration pénitentiaire ne risque pas de l'oublier le soir. Il n'aurait pas bougé, le matin, vous l'aurez retrouvé à la même place. Damien Aristide, il a aucune émotion, mais c'est celui qui passe mieux, entre guillemets, auprès des jurés ou de la cour. Lui a reconnu. Nicolas Duché, on sent qu'il est calculateur. Il insiste beaucoup sur sa qualité de victime du clan Duché. Et Isabelle Duché, c'est celle qui passe le moins bien, qui est arrogante. Elle reste bloquée sur ses positions, c'est-à-dire qu'elle est tout au courant de rien. Et lorsqu'on lui présente des évidences, elle répond non, c'est pas vrai. Ça s'est pas passé comme ça, c'est pas ça l'histoire. Et puis, un coup de tonnerre va s'abattre sur le tribunal. Sous la pression, le fils Nicolas Duché craque et passe aux aveux au 8e jour du procès. Nicolas Duché va finalement parler. Il va raconter. Et lui va dire aussi que la version de Damien Aristide est la bonne. C'est un moment fort parce que jusqu'à présent, il était totalement presque comme sa mère, arc-bouté sur j'y étais pas, ils veulent me faire plonger, mais j'y étais pas. Et là, ouais, il y a un basculement.
Il va expliquer qu'il est présent, il va expliquer qu'il tient les pieds, il va expliquer qu'il n'a pas tué, mais qu'il est quand même un peu là. Il va expliquer quand même que c'est pas son idée, que c'est celle de la mère, qu'il est très désolé. Des excuses qui sont loin d'attendrir Nathalie, la maman de la victime. Il n'a aucun ressenti en fait. Il peut vous parler de quelque chose de très grave en vous regardant et en souriant. Non, je sais pas comment vous dire. Enfin, il sait jouer de tout le monde, je pense. Et les jurés n'ont pas non plus été convaincus. Car à l'issue des débats, Nicolas Duché est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, tout comme sa mère. Damien Aristide, qui a reconnu les faits, est lui condamné à 30 années de réclusion criminelle. Et Alice écope de 2 ans de prison avec 6 mois de sursis pour recel de cadavres. Au moment du verdict, franchement, là, j'étais la plus heureuse du monde. J'ai même demandé à mon ami si c'était vrai. Et ce qui est particulier dans ce verdict, c'est que celui qui a tué, découpé et brûlé écope d'une peine moins lourde que celle qui est désignée comme la donneuse d'ordre. Donc ça montre à quel point la Cour a donné de l'importance à cette emprise, en fait, à cette notion d'emprise, à cette notion de matriarche qui a orchestré l'homicide. Isabelle et Nicolas Duché décident de faire appel. Et en septembre 2024, mère et fils sont de nouveau jugés, cette fois devant la cour d'assises de Gironde. Mais au final, c'est le copier-coller avec une double perpétuité pour les accusés. Les peines sont les mêmes, ce qui est un vrai soulagement. Aujourd'hui, Damien Aristide, Nicolas Duché et Isabelle Duché sont toujours derrière les barreaux. De son côté, Alice regrette sa participation à l'assassinat de Mathieu. Elle purge sa peine à domicile sous bracelet électronique. J'aurais beau m'excuser, ce qui a été fait, c'est impardonnable. Il y a une grosse culpabilité qui s'installe. C'est beaucoup de si je l'avais emmené à la gendarmerie, si je l'avais mis dans un train pour aller dans sa famille. Avec Laurine, elles essaient de recréer une vie loin du clan et de son emprise. Mais pour Nathalie, Hélène et Camille, la vie s'est arrêtée. En brûlant le corps de Mathieu, les accusés ont privé à jamais cette famille d'un lieu de sépulture. Je leur en veux énormément, oui. Parce que faire ce qu'ils ont fait, c'est inhumain. J'ai aucun moyen de me recueillir sur la tombe de mon frère puisqu'on n'a pas de tombe. Donc on ne peut pas faire notre deuil. Alors, pour surmonter la douleur, la famille de Mathieu s'accroche à son souvenir. Mathieu, il est toujours là, il sera toujours là et je me battrai jusqu'au bout, même si ça va être dur. Mais pour lui, je me battrai. Le plus difficile, c'est de ne plus avoir Mathieu avec nous. Il me manque énormément. Il n'y a pas une journée que je ne pense pas à Mathieu. Même quand on fait des repas avec ses autres petits cousins, il en manque toujours un. Merci d'avoir écouté la seconde partie de cet épisode consacré à l'affaire Mathieu Dalibert. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast afin de recevoir chaque semaine un nouvel épisode. À bientôt.